Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message de condoléances à la famille du défunt Cheikh Hajj Abdelkader Sidi Ammar, cheikh de la Zawiya et école coranique Imam el-Bukhari, inhumé hier soir au cimetière de son village natal, à Qsar Mehdia. De nouvelles mesures sont prises en faveur des jeunes algériens qui ont choisi malheureusement le chemin de l'immigration clandestine. Nos représentations consulaires, notamment en France, ont pris des mesures prioritaires pour les accompagner pour leur voyage de retour. Nous sommes à la veille du 24 février, marquant le double anniversaire d'abord de la création de l'UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures 15 ans après. On parlera des investissements algériens en matière de pétrochimie, notamment à Skikda. Le 23 février de chaque année, nous célébrons la journée de la Kasbah. À cette occasion, de nombreuses activités sont organisées un peu partout sur Alger, à l'image du Musée national maritime. On y revient avec un reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Cheikh Hajj Abdelkader Sidi Ammar, cheikh de la Zawiya et école coranique Imam el-Bukhari, qui a été inhumé hier soir au cimetière de son village natal, à Qsar Mehdia. Le président de la République a mis en valeur les valeurs sublimes et grands efforts scientifiques menés par le défunt, éminente personnalité religieuse de la wilaya d'Adrar. Le défunt décédé à Alger à l'âge de 65 ans suite à une longue maladie faisait partie des disciples du défunt Cheikh Sidi Mohammed Belkbir et de grands savants de l'islam. Il voua sa vie à la quête du savoir et à la propagation des sciences de l'islam dans son école coranique Imam el-Bukhari de Qsar Mehdia à Adrar, qui constitue durant de longues décennies une destination d'apprentissage et d'enseignement pour de nombreux apprenants et disciples du Saint-Coran issus de différentes régions du pays, leur inculquant la méthode de la modernisation et le juste milieu de la réforme de la société. On parle ce soir des nouvelles mesures qui ont été prises par les représentations consulaires, notamment en ce qui concerne les Harraga, ces jeunes Algériens qui ont choisi la clandestinité, l'immigration clandestine. Avant de voir ces mesures, voyez d'abord ce portrait d'un Harrag qui a pris le départ depuis Relisen il y a quelques années. Son parcours depuis a été semé d'embûches. Il décide de revenir au pays et bénéficier de la prise en charge consulaire algérienne à Créteil, à Afaf Belouchetta. Mohamed, 26 ans, titulaire d'une licence en économie et au chômage, menait une vie banale à Relisen jusqu'au jour où il reçut le coup de téléphone qui allait bouleverser son existence. تحرقوا قلت لهم ما كاش مشكل عاونوني الدار باش فيها دراهم لميت 20 مليون يوم من الايام عيطوا لي قال لك باللي اليوم راح تخرجوا خمت ساكو ديالي حوايجي وتكلت على ربي خرجنا من مسالم. La suite est un périple d'aventure dans l'inconnu. Départ sur le fameux Botri à l'aube, nuit de terreur face à la colère d'une mer agitée, sauvetage sur la côte espagnole pour atterrir un jour à Paris, ville qu'il convoitait. كنا نقولوا الحمد لله يا ربي رانا في اوروبا كنا شغل فرحانين والسعاده رانا في اوروبا خلاص راح نعيشوا راح نديروا من وهي في الحقيقه حياه مره. Commence alors la désillusion. Contexte économique et sanitaire marqué par la Covid, sans ressources, vivant grâce aux aides alimentaires, le tout sans maîtriser la langue, son rêve vire au cauchemar. ضرتني الغربه بزاف كنت برا تمرمت اذا طاح علي اللي في ميزو الفور بات عند لاكار واذا كنا في ميريكلي دوكليشين بيتوا عندك السيد في لاكار لا فطرت ما نتعشاش ولا تعشى ما فطرش. الحمد لله يا ربي خممت باش نولي للبلاد مشيت للكونسيلا تاع كريتاي. Une fois sa copie de passeport déposée, les services consulaires enregistrent sa demande qu'ils transmettent en Algérie. Au bout d'un mois, enquête administrative oblige, il est convoqué pour obtenir le sésame du retour. مرحبا بك سي الله يسلمك اخبارك الله هاوليك لي سي باسي تاعك راه واجد روح به لايروبور
ودير التيست تاع الكوفيد تاعك اللي يكون 62 heures فالاب افون لو ديبار ديرها في الايروبور ولا اي انا علم في الايروبور لابوراتوار ان شاء الله تروح بخير الله بربي ان شاء الله تلحق بخير الله بربي وتشوف الاسره الكريمه ربي يجازيك ان شاء الله ان شاء الله بون فواياج الله يسلمك بارك الله فيك ربي يجازيك بلا نزيه وتهلا في روحك ربي يجازيك انا جيت سائل ان شاء الله ربي باك يسهلوا لي في المطار في الايروبور Une angoisse qui se dissipe très vite une fois à l'aéroport où un dispositif spécifique est mis en place pour l'accompagnement de Harraga, candidat au retour volontaire, comprenant même en charge du billet, même si Mohamed a prévu sa team. جيت روما منين جيت من اسبانيا؟ من اسبانيا انت من اسبانيا دونك Quand ils viennent à l'aéroport, ils ont la priorité. Donc on les prend en charge, on leur réserve des places. Même s'il n'y a pas de places, ils sont en liste d'attente, mais ils sont prioritaires au même titre que les décès, compte tenu de leur situation socio-économique difficile. Mohamed repart le plus léger. Reste que le traumatisme subi nécessite l'existence de structures d'accompagnement. Qu'il y ait un suivi possible et nécessaire pour la réadaptation et la réintégration dans la société algérienne. Qu'ils les aident, qu'ils les prennent en charge, qu'ils les essayent enfin de leur trouver au mois du travail et surtout je pense un suivi psychologique aussi. Parce qu'ils sont atteints. Un dispositif qui manque malheureusement dans notre pays. Quant à Mohamed, il est bien arrivé et déjà entouré de sa famille. Dalila Boudjama'a a pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Environnement en remplacement de Nassira Ben Harrat, suite au remaniement ministériel partiel opéré dimanche dernier par le président de la République. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Environnement à Alger, Dalila Boudjama'a a affirmé qu'elle ne ménagera aucun effort au service du secteur de l'environnement. Donc cette passation qui a eu lieu ce mardi au niveau du ministère concerné. Nous sommes à la veille du 24 février, marquant le double anniversaire d'abord de la création de l'UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures 15 ans après deux décisions historiques ayant démontré la capacité de mobilisation des travailleurs algériens et constitué une source d'inspiration pour le vaste mouvement qui allait distinguer les pays producteurs du tiers-monde. Évocation ce soir avec Nakhla Larbi. La nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, consacrant la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie, lui permettant de s'affranchir économiquement à la faveur de la récupération du pouvoir de décision entier et autonome sur ses richesses nationales. Cet acte a également favorisé l'émergence d'une industrie pétrolière et gazière authentique. À ce jour, et en dépit d'une conjoncture économique et sanitaire mondiale particulière, l'Algérie a réussi, grâce à ses sociétés et entreprises du secteur des hydrocarbures, à assurer la continuité de la production et à relever les défis. Le secteur a en effet réussi à satisfaire les besoins nationaux en énergie, cela sans faillir à ses engagements avec les partenaires étrangers. Par ailleurs, le 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures est célébré cette année alors qu'une nouvelle stratégie est mise en œuvre pour l'accélération de la transition énergétique sur instruction du président de la République à travers le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, la nouvelle loi sur les hydrocarbures devra favoriser le développement et l'exploitation sûre, durable et optimale des ressources en hydrocarbures, y compris les ressources non conventionnelles et l'offshore, entre autres, ce qui devrait à la faveur des nouvelles dispositions attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur en question. Mis à mal, à l'instar des autres secteurs par la crise de la Covid-19, le secteur des hydrocarbures n'a pas pour autant été paralysé ni défaillant, faisant preuve de résilience et à ce titre un fervent hommage doit être rendu aux travailleuses et travailleurs du secteur des hydrocarbures qui ont jusque-là su et pu surmonter les crises, quelles qu'elles soient. L'énergie est en outre appelée à être un facteur catalyseur pour la relance de la dynamique économique au niveau local et national, mais pas que. L'Algérie qui célèbre donc demain le 50e anniversaire de la nationalisation de ses hydrocarbures. Le pays est classé 16e producteur de pétrole au monde, 10e producteur de gaz naturel et 7e exportateur de GN, de gaz naturel liquéfié dans le monde également. L'Algérie est aussi un pays classé comme l'un des pionniers dans le monde à avoir développé l'industrie pétrochimique grâce au groupe Sonatrach et à ses travailleurs.
Ce groupe qui compte d'ailleurs investir plus dans ce domaine, notamment au niveau des installations pétrochimiques de Skikda. Reportage Abdelmajid Mankassi. Pourtant, parmi les premiers objectifs de l'Algérie durant les années 70 et 80, la filière de la pétrochimie figurait en bonne place et était une de ses priorités. L'Algérie, dans le temps, a investi dans ce créneau et a pu concrétiser 2 complexes au niveau national, en se basant sur une stratégie bien définie. La stratégie que l'Algérie a adoptée dans le temps était fondée sur la satisfaction des besoins nationaux et dans un objectif secondaire d'atteindre les marchés internationaux. Donc, dans le temps, l'Algérie a pu construire un parc de transformation des produits pétrochimiques qui dépassait les 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, Sonatrach veut relancer le secteur de la pétrochimie, un défi à relever malgré des contraintes. Des perspectives sont déjà tracées et avant ça, il y a l'adaptation des lois et de la législation. Plusieurs projets sont sur le calepin du groupe Sonatrach. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des tentatives, il y a eu des plans de développement, il y a eu, disons, la mise en place de lois pour pouvoir attirer des investisseurs et mettre en place des montages, surtout avec les majors de la pétrochimie au niveau national. Disons un potentiel qui est là, et qui est prouvé. Donc l'Algérie dispose aujourd'hui de matières premières pour la pétrochimie, principalement les hydrocarbures, gaz naturel, pétrole brut, condensat. Des projets ambitieux pour relancer la pétrochimie et arrêter un tant soit peu la dépendance du pays de l'importation de beaucoup d'intrants utilisés dans l'industrie pétrochimique. On parle également ce soir du chantier naval du port de pêche de Boudis à Jijel. Ce dernier s'emploie à toutes sortes de réparations, mais également à la construction de bateaux de pêche en bois, mais aussi en polymère. La formation demeure un élément essentiel dans cette pratique portuaire. Saïda Mayouf, reportage. Le port de pêche de Boudis, situé dans le centre de Jijel, une structure portuaire renfermant un espace réservé au chantier naval pour la construction et la réparation des bateaux afin de renforcer la flottille de pêche. Sur ce plan, le savoir-faire en la matière n'est plus à démontrer car puisant ses racines dans l'histoire. L'Algérie a été marquée dans cette partie de savoir-faire sur la navigation et la construction de la flottille marine durant l'époque ottomane, où on signale plus précisément que la source de cette construction était au niveau de la forêt de Gurouch, où le bois était transporté de la forêt de Gurouch vers le chantier naval au niveau de Bjaïa. Ceci, oui, bien sûr, pour toute l'Algérie d'ailleurs. C'est ce qui a fait que c'est aussi un héritage. Mais encore plus, il faut dire qu'actuellement, au niveau de Jijel, il y a un transfert du savoir-faire. Un transfert de savoir-faire que Saïd Bouhenna, doyen des réparateurs et constructeurs navals, n'a eu de cesse et depuis les années 70 de transmettre à des générations durant, y compris à son propre fils, car convaincu que la formation est la clé de toute réussite. عندنا tous les genres de bateaux, on نديرهم كاع لي شالوتي سارديني بتيميتي كاع نديرهم لا ريباراسيون. Quel genre de réparation par exemple? نو جور كاين دي باطو اللي يكونوا تهراو نعاودو نرينوفيهم انف. وكاين دي فيهم دي بتيت ريباراسيون واحد دي بلونش شونجي منها ولا واحد لا مومبري واحد لاكي واحد هذاك صا نعاودوهم. كاع اللي خاسرين في الباطو نعاودوهم ابار لا ميكانيك خاطينا هذا ما كان. Tout ce qui est bois ou là, c'est notre métier. Je نتمنى بالله غير pour faire l'exportation des bateaux. Pourquoi pas l'Afrique? Il a besoin. Automatiquement, il y a aussi l'accompagnement avec la formation, parce que le métier de la pêche au large, c'est tout à fait autre et différent que celui du petit métier, à savoir que la wilaya de Jijel est caractérisée par une pêche artisanale en premier lieu.
Et le métier du large, il demande aussi un perfectionnement. Après avoir acquis les bases et les principales techniques de ce métier à même d'assurer une bonne navigation maritime, Messoud Bouhenna a ouvert en 2014 son propre chantier naval sur fonds propres. Et le résultat est un franc succès. تعلمت نخدموا لا شاربونط اون بوا بدينا لي ريباراسيون الاول من بعد دخلنا في لا كونستركسيون تاع البوا ومن بعد عاودت وليت وحدي انا درت شونتي وحدي اللي نخدم لو بوا ومام طون خدمت لو بوليستر ندير عندي 2 مول لي 3 مول عندي تاع 480 عندي لو 12 متر et le 14 متر سارديني. Et afin de faciliter aux professionnels de la mer les travaux de réparation et de carénage des bateaux, le port de pêche de Boudis s'est doté en 2010 d'un élévateur à bateau d'une capacité de 110 tonnes, un équipement spécifique permettant de répondre aux besoins des bateaux de pêche de la wilaya de Djidjel, mais aussi à ceux des régions maritimes du centre et de l'est du pays. Et puis comme chaque année, le 23 février est célébré, on célèbre plutôt la journée de la Kasbah, ce vieux quartier mythique de la capitale. À cette occasion, de nombreuses activités sont organisées un peu partout sur Alger, à l'image du Musée national maritime qui a initié une série de conférences animées par des experts, ainsi qu'une exposition de photographies illustrant des scènes de la vie quotidienne de ce quartier qu'il faut appeler classé comme patrimoine. Yamina Seiji. La Kasbah a sa journée et elle est célébrée tous les 23 février. Placé sous le thème « L'histoire de la Kasbah et la mer », le musée maritime a ouvert ses portes pour abriter cet événement. Une occasion pour rappeler la nécessité d'impliquer tous les acteurs de la protection du patrimoine dans les opérations de restauration et de réhabilitation du vieux bâti. Cette année, le musée maritime a choisi d'aussi en parler parce qu'on est dans le périmètre de la Kasbah, on est dans la basse Kasbah, dans la partie qui va dans l'eau de la Kasbah, et c'est un hommage qu'on rend à la Kasbah en parlant et en assurant notre appartenance. Pour en parler, nous avons invité des enseignants, des universités, aussi un architecte qui travaille et qui fournit beaucoup d'efforts sur la Kasbah de l'Est pour nous parler de son expérience, de comment les associations et comment ils font pour réhabiliter et rendre les espaces qui ont été un peu délaissés et les réintégrer dans la Kasbah, les rendre fonctionnels. La Kasbah a été fondée sur les ruines de l'ancienne ville romaine d'Icosium. Elle témoigne aussi de la présence ottomane en Algérie, l'Algérie qui a connu la succession de plusieurs civilisations. La ville qu'on appelle Jazaïr aujourd'hui a connu beaucoup de noms précédemment, durant les différentes époques, depuis sa fondation. Sa fondation, elle remonte en fait aux Phéniciens qui ont écumé le bassin occidental de la Méditerranée dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais pour la fondation en ce point où se trouve aujourd'hui Alger, ça a dû se faire en théorie vers le milieu du dernier millénaire, avant Jésus-Christ. Ça doit être 6e, 5e siècle. Les archéologues ne sont pas certains, puisqu'il n'y a pas de vestiges qui peuvent nous renseigner. Pour rappel, la Kasbah d'Alger est classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1992. Et pour la découvrir, visitez l'exposition du musée maritime qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Un reportage tourné par Samira Hajamar et avec un commentaire de Yamina Seiji. Créé en 1984, l'Institut national d'archéologie d'Alger compte près de 800 étudiants, un institut qui dispense une formation répartie sur 4 spécialités, à savoir l'archéologie préhistorique, l'antique, l'islamique et également la conservation et la restauration. On voit cela dans ce reportage signé Yasmine Massoudi. L'Institut national d'archéologie d'Alger compte aujourd'hui près de 800 étudiants, unis par la même passion et par la même vocation pour la sauvegarde du patrimoine national.
J'ai choisi l'archéologie car je suis passionnée par les vestiges islamiques, tout ce qui est mosaïque et bâti de l'époque. Après ma graduation, mon but est d'être conservatrice dans un musée. J'ai choisi cette spécialité car j'ai un penchant pour tout ce qui est antique dans la région du Grand Maghreb. Grâce à mes études et à mes connaissances dans le domaine, j'espère contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Dans les labos de recherche, et ce, dès la première année, l'étudiant commence à manipuler et à se familiariser avec les composants, les matières et les formes des objets. Nous avons beaucoup de professeurs dans toutes les spécialités confondues. Plusieurs d'entre eux sont des chefs de projet de fouilles. Des fouilles et sorties de prospection organisées par l'Institut à travers tout le territoire national, grâce auxquelles les futurs archéologues sont directement formés sur le terrain, accompagnés de plusieurs spécialistes pluridisciplinaires. Voilà, on ne travaille pas seul, généralement toujours on est avec un groupe pluridisciplinaire, on travaille généralement avec des géologues, des topographes, des géophysiciens, pourquoi pas. Ces étudiants sont formés carrément sur le terrain, donc ils doivent connaître, ou ils apprennent, s'ils sont en deuxième année, ils apprennent les méthodes de fouille, ils apprennent tout le matériel utilisé sur le terrain concernant la fouille. Ils savent un petit peu ce que c'est qu'une prospection quand ils vont d'abord sur le terrain pour faire une prospection, par où commencer. Et bien sûr, tout cela a une préparation théorique. Les archéologues restaurateurs ont un rôle majeur dans la préservation et la restauration du patrimoine archéologique national. En somme, un devoir de mémoire qui est préservé pour les générations futures. Le bilan Covid pour ce mardi 23 février, 185 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 157 guérisons, 3 décès malheureusement enregistrés ces dernières 24 heures. On voit ce bilan en détail avec le docteur Jamel Fourar, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Avec la déclaration de 185 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir également que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 24 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 3 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 236 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 77 382 patients guéris, dont 157 au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 19 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous réitérons toujours le même message, faites attention à votre santé, celle de votre famille, respectez les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. L'actualité à l'étranger, les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable au Sahara occidental. C'est la déclaration du porte-parole du département américain, Ned Price, qui était très attendue et qui rassure également sur le soutien américain au rôle de la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara occidental. Les éclairages avec Naïma Chekchak. Les responsables de la race de la République arabe sahraoui démocratique fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle administration américaine afin qu'elle joue le rôle important attendu d'elle, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément à la légalité internationale. Après les multiples appels à l'adresse du nouveau président américain de la part de ses concitoyens, de la classe politique, pour réviser la fâcheuse décision de Trump en faveur du Maroc et contre l'autodétermination du peuple sahraoui, voilà qu'hier, Ned Price, le porte-parole du département américain, est venu répondre aux Sahraouis qui célèbrent le 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique en soutenant que les États-Unis sont favorables au processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Sahara occidental. Ned Price reste toutefois ambigu sur le dénouement rapide de la question lorsqu'il ajoute qu'il n'y a aucune mise à jour pour le moment, même s'il parle de raffermir le rôle de la MINURSO, la force onusienne au Sahara occidental. Pierre Gallon, président du Comité européen de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, s'exprimait sur cette position américaine le midi dans notre journal télé. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce que fait l'administration de M. Biden, c'est de remettre les pendules à l'heure. Et je crois que c'est bien non seulement du point de vue de l'administration américaine et de sa crédibilité internationale, c'est très bien pour les Nations Unies parce que renforcer le rôle de la MINURSO et réaffirmer le rôle de la MINURSO est important, à mon sens, pour la crédibilité des Nations Unies, de la mission, mais nous devons maintenant espérer que aussi bien les États-Unis que les Nations Unies et que la communauté internationale va enfin répondre à l'objectif de la MINURSO, qui n'est pas une mission de paix, qui est une mission pour l'organisation du référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Une mise à jour de la lancinante question du Sahara occidental est plus que jamais requise non seulement par la partie sahraoui, mais aussi par les multiples et incessants appels d'ONG, de personnalités et d'institutions internationales, mais encore par des membres du Congrès américain, une vingtaine, qui ont récemment adressé un message au président Joe Biden lui demandant de mettre aux oubliettes la décision de son prédécesseur concernant la prétendue marocanité du Sahara occidental. Un mot sur le sport pour vous parler ce soir de l'aviron, un sport dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant enregistre de belles récompenses comme ce titre africain qui a été remporté, rappelez-vous, à la clé un nouveau record continental et la médaille d'argent pour au championnat de France il y a quelques jours. Le rameur algérien Sidi Ali Boudina qui brille dans cette discipline avait participé au quart de finale aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Eh bien, il vient de réaliser un résultat historique cet après-midi même lors des championnats du monde d'aviron en salle, à distance, en ergomètre. Crise sanitaire oblige. Il s'est classé en 3e position à l'épreuve des 2000 mètres avec un léger temps de 6 minutes et 12 secondes 3 centièmes et 3 secondes de plus que le vainqueur allemand Florian Roller. Le deuxième Algérien engagé dans cette épreuve, Mohamed Belhadj Boussif, a terminé à la 10e place avec un chrono de 6 minutes 41 secondes et 6 centièmes. Chez les dames également, Amina Rouba avec un temps de 7 minutes 24 secondes et 9 centièmes a pris la 6e place de la finale du 2000 mètres léger, remportée par la Polonaise Klaudia Pankrati. Et on reviendra bien sûr sur cette performance avec des images dans nos prochaines éditions. Le football également, on en parle ce soir avec le Mouloudia d'Alger qui reçoit ce soir même, à partir de 20h au stade du 5 juillet, d'Alger, l'Espérance de Tunis pour le compte de la 2e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique, un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre de la télévision publique. Et on parlait tout à l'heure de la journée nationale consacrée à la Casbah. Ce 23 février, la Casbah, on y va dans les vieux quartiers de cette mythique partie de la capitale à la rencontre d'un dinandier. Il s'appelle Fawzi Mera. C'est un artisan qui exerce le travail du cuivre depuis son jeune âge, un savoir-faire ancestral transmis de père en fils. La visite guidée est proposée par Hanan Bourayou, le commentaire de Camélia Malala. Arrivé à la Haute Casbah d'Alger, nous marchons vers Zniqt l'Ain al-Mzouqa ou la fontaine décorée. Ici, on peut encore entendre au loin le bruit du marteau sur une feuille de cuivre. Dans ce petit atelier, nous rencontrons Fawzi, un dinandier passionné par le travail du cuivre, un savoir-faire jalousement gardé. J'ai ouvert les yeux et j'ai trouvé mon père exercer le métier de dinandier. J'ai profité de son expérience en la matière et j'ai donc appris à travailler le cuivre avec beaucoup de passion et d'amour. Actuellement, je suis sur le façonnage d'un lustre traditionnel en forme d'étoile. Donc j'achète la matière première qui est les feuilles de cuivre pour pouvoir façonner les différents objets. Façonner différents objets est une passion que Fawzi transporte jusqu'à chez lui. Une fois dans son lieu de résidence, nous sommes accueillis par un riche assortiment d'objets en cuivre. Ici, chaque plateau, chaque récipient ravive le souvenir d'usages passés, mais pas encore totalement révolus. C'est un plateau qui me tient à cœur. Il a appartenu à ma grand-mère. Je me souviens comme si c'était hier. Elle utilisait ce plateau pour nous servir un bon café.
J'ai grandi à la Casbah d'Alger, c'est ici que j'ai appris à exercer le travail du cuivre aux côtés de mon père et de mes oncles. À mon tour, je suis prêt à former des jeunes qui veulent garder ce métier ancestral qui se fait malheureusement de plus en plus rare. Reflet de la culture locale, la dinanderie, un métier artisanal à préserver jalousement afin de perpétuer une tradition ancestrale qui a tendance à disparaître. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, à demain.